Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Vous avez senti une once de mea culpa dans le discours de Gérald Darmanin aujourd'hui ? Non, mais d'abord qu'il y ait des dysfonctionnements de l'UEFA, ça, nous on le dit depuis le début. Moi je l'ai dit dès le lendemain en fait de la rencontre, non pas parce que je suis plus fort, mais parce que moi j'ai des remontées du terrain des collègues qui étaient engagés. Et encore cet après-midi, des collègues des brigades anticriminalité du département de la Seine-Saint-Denis, des collègues des brigades territoriales de contact avaient tous été engagés sur le dispositif. J'aurais aimé aussi qu'on parle de ces voyous, parce que en réalité, la grosse diligence qui était effectivement chargée de supporters qui n'avaient pas de titre d'accès au stade ou des faux billets, c'est vrai, ça a entraîné des bouchons, ça a entraîné des mouvements de foule, et puis cette opportunité de diligence qui était bloquée, qui était finalement immobilisée face aux entrées, a permis à des groupes épars très organisés, très mobilisés, de pouvoir passer à l'acte. Et il faut le dire que sur ces profils, moi je suis très factuel, de ceux qui ont été interpellés, mais à la fois de ceux qui ont été vus et constatés par les policiers sur place, on avait énormément affaire à des voyous en situation régulière qui sont mineurs et majeurs. On va revenir largement sur le profil des voyous dont vous parlez. Mon ressenti de cette conférence, c'est que j'ai l'impression que l'arbre cache la forêt. On nous explique qu'effectivement il y a eu des faux billets, c'est vrai qu'il y a eu 30 000 à 40 000 spectateurs, d'accord, il n'y a pas de problème, mais au-delà des mouvements de foule que ça a engendré et qui montrent la compétence de l'UEFA d'abord à gérer la billetterie, à savoir l'authentification des billets, plus la gestion des foules qui sont présentées aux accès du Stade de France, derrière, on a des groupes épars en fait qui ont donné les images désastreuses que vous avez pu voir sur vos images. Et c'est d'ailleurs ce que les Anglais aussi évoquent dans leur entretien et témoignage en revenant en Grande-Bretagne. C'est pas tant que ça a été mal organisé, parce que ça, évidemment, d'autres pays l'ont connu, mais c'est aussi tous ces voyous qui sont venus faire un marché. Vous tirez des conclusions, par exemple, sur l'organisation des forces de l'ordre ce soir-là, et lesquelles ? Le préfet de police l'a dit au ministre de l'Intérieur dans le rapport qui a été rendu public. La prochaine fois, effectivement, avec les capacités qu'on a eues, je trouve que les policiers ont fait un travail remarquable, mais on aurait pu faire beaucoup plus, avec plus de brigades anticriminalité, avec plus de compagnies de sécurisation et d'intervention. C'est ces compagnies qui sont spécialisées dans les violences urbaines, dans les troubles à l'ordre public, dans les voyous qui agressent les gens pour les détrousser et les voler, et puis plus aussi de compagnies républicaines de sécurité, d'escadrons de gendarmerie mobile. On aurait dû Les forces de l'ordre manquaient de mobilité ? Non, il y avait de la mobilité. Par contre, je vais pas vous inventer quelque chose, et j'aurais pas inventé le chose en disant ça, mais avec plus de moyens, on fait plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que autant de groupes épars de voyous viennent de passer à l'acte en profitant de ces mouvements de foule et de ces supporters qui n'avaient pas de billets, et on s'attendait pas que l'UEFA n'arrive pas à gérer en fait les accès. Ça, Gérald Darmanin, par exemple, t'en as pas parlé. Ça, écoutez, voilà. Il en parlera s'il veut. Moi, je suis là pour représenter modestement les policiers, et moi, je peux vous dire que c'est des ressentis. Si le ressenti, ça avait été de dire simplement les spectateurs sans billets avaient posé des problèmes uniquement de mouvement de foule et effectivement de volonté d'accéder sauvagement dans le stade, je vous l'aurais dit aussi. Mais là, moi, c'est des policiers de terrain qui n'ont aucun parti pris et qui sont passionnés par leur métier, qui m'ont évoqué les conditions dans lesquelles ils ont opéré à la fois des interpellations et dans lesquelles aussi ils ont dû faire face à des voyous de toutes parts qui passaient à l'acte et qui en fait eux prenaient pas de pincettes. Je peux vous assurer qu'ils ont vu des filles traîner pour arracher le téléphone portable, ils ont vu des touristes faire arracher leurs billets des mains, ils ont vu aussi des sacs à main tirés par ce qu'on appelle des tireurs, donc des voyous qui sont spécialisés dans ça. Et le pire, c'est qu'il y avait pour ces voyous en situation régulière, ils venaient pas que de la Seine-Saint-Denis, ils venaient aussi d'autres parties, notamment de Paris, etc. Alors on va justement écouter le témoignage d'un supporter français qui raconte le chaos. Il a été joint par Adrien Spiteri grâce à nos reporters Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini. Quand on est sorti du stade, on croisait des gens en fait qui venaient dans l'autre sens, qui allaient vers le stade, qui rentraient dans le stade. Il n'y avait aucun contrôle pour aller vers le stade et pour rentrer, pour passer les grilles. Donc on voyait des gens qui rentraient dans le stade sans billets, sans rien, fin du match. C'était absolument pas du tout des supporters anglais. Ils parlaient très bien français. Voilà, c'était assez oppressant entre les personnes qui arrivaient de partout pour aller vers le stade et les personnes qui partaient pour aller vers le métro. Tout le monde se croisait et c'est là où clairement il y avait un gros sentiment d'insécurité. J'ai vu, de moi-même, j'ai vu un père, un fan anglais avec sa fille sur ses épaules qui se faisait bousculer. Il était pratiquement tombé avec sa fille sur les épaules. Des jeunes autour qui rigolaient, qui s'en amusaient, qui clairement se foutaient de lui. C'était une frénésie qui était assez effrayante et honnêtement j'avais jamais vécu ça dans aucun stade. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement tire les leçons de ce fiasco ? Et vous, par exemple, quelles leçons vous tireriez de ce qui s'est passé samedi soir ? Avant de répondre à votre question, je voudrais me joindre à l'émotion qui est celle que nous devons tous avoir à l'égard de la mort de ce journaliste et rappeler que ce métier n'est pas un métier facile et qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui prennent des risques énormes pour nous donner l'information. Souvent, on regarde les images, on croit que les choses sont faciles, mais on voit bien ce qui est en train de se passer. Et je rappelle son nom, Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 ans. Voilà, donc je voulais me joindre... Qui était sur le terrain et à cette émotion légitime et aussi à toute la colère que génère ce genre de situation. Et merci pour vos mots. Maintenant...
Je suis pas un spécialiste de l'organisation des matchs de football, mais il y a un truc qui colle pas dans cette affaire-là. Il n'y a pas 40 000 faux billets. Ou alors on le sait à l'avance, ça n'existe pas. Je veux dire, il y avait en tout cas 30 à 40 000 personnes qui sont arrivées autour du stade, soit avec des faux billets, soit avec pas de billets du tout. Alors, donc c'est deux choses différentes. Ouais. Et c'est d'ailleurs depuis le début de la discussion, la confusion qui existe. Il y avait des milliers d'Anglais qui étaient là dans Paris, on les a tous vus. Il y avait une fan zone, il faut reconnaître, qui a été organisée Place de la Nation, qui a très bien fonctionné. Moi j'habite pas loin, j'ai vu. Bon, c'était très très alcoolisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça teasait beaucoup, je crois que c'est le mot, mais ça s'est bien passé. Et j'ai même été étonné, puisqu'à la fin, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tension. On regarde la défaite, et voilà. Donc les choses se sont passées correctement là. Ça veut dire que là, ça avait été bien pris en main, c'était pris en amont. Mais 40 000 personnes, en plus, on le sait, il y a assez d'éléments d'information dans Paris, de caméras de vidéosurveillance, de brigades qui circulent, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Dans ce quelque chose qui n'a pas été, d'abord, il y a une grève qui a paralysé visiblement, qui n'a pas été anticipée, la grève de RER, qui a fait que les gens sont arrivés visiblement tous sur le même endroit. Qui arrive au soir de cet événement, peut-être pas anodin. Qui sont arrivés tous au même endroit. Il y a visiblement le Stade de France qui n'a pas anticipé ça, donc qui n'a pas dégagé ou qui n'a pas mis assez de stadiers pour permettre de réorienter. Bon, tout ça, je peux comprendre, et tout ça a certainement participé d'un cocktail qui a été explosif. Il y a visiblement eu aussi des bandes, mais on les connaît, ces bandes-là. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des événements de cette importance-là, on sait qu'autour du stade de Saint-Denis, ça attire, quoi, et que il y a de la fauche, il y a du téléphone portable qui est pris. Vous dites quelque chose de très juste. On les connaît, ces bandes. On les connaît au sens, on sait qu'il y a toujours excusez-moi le terme, il y a toujours une faune qui vient faire son marché et qui s'en prend aux pauvres spectateurs, touristes, etc. Donc voilà. Alors après, moi, je pense que dans le chahut qu'il y a en ce moment, il y a quelque chose qui va pas. Je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une fraude de 40 000 faux billets. Voilà. Alors on essaye de tout remettre sur les faux billets, voilà, en disant finalement on a été débordés. Il y a certainement eu des faux billets, mais il y en a souvent. Mais pas 40 000, c'est pas vrai. Alors, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait parlé de 40 000 faux billets, mais de 30 à 40 000 supporters supplémentaires présents autour du stade, dont certains qui avaient des faux billets. Le gouvernement, il a commencé par parler de 40 000 faux billets. Alors maintenant, il se rend compte qu'il était un peu loin, alors il dit non, mais il y avait des faux billets et des supporters en plus. On va continuer notre tour de table dans un instant. Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je suis toujours avec mes invités. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Nous évoquions donc les incidents aux abords du Stade de France. L'heure est aux explications. Aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de supporters de Liverpool, qu'ils soient britanniques ou français, qui nous expliquent les dysfonctionnements qu'ils ont observés aux abords du Stade de France au moment des contrôles. Écoutez. La police n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. La vérification des tickets également. Ils ne vérifiaient pas réellement. Ils regardaient au dos du ticket et c'était tout. La sécurité aussi. Il n'y avait aucune fouille. Voilà ce qu'ils faisaient. Allez-y. Et c'était tout. Je ne comprends pas pourquoi nous devions faire la queue pour la sécurité quand il n'y avait justement aucune sécurité. Il y avait beaucoup de monde, aucun contrôle de la foule, seulement une entrée ouverte, une file incontrôlable. C'était terrible. Quand nous approchions du stade, des vannes de la police bloquaient le passage. Des milliers de fans se sont retrouvés coincés dans un espace très étroit. C'est les Anglais en fait, les Anglais à l'entrée du stade. Ensuite, il y a eu les jeunes qui n'avaient pas de billets, qui ont profité de toute situation, on va dire. Voilà, c'est Saint-Denis, hein, il n'y avait pas assez de policiers pour moi. Très mauvaise organisation. Pas assez de sécurité, pas assez de policiers. J'ai vu des parents repartir avec leurs enfants par peur justement d'incidents qui s'est produit. Voilà, donc ils repartaient sans voir le match, sans rien du tout. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat des commissaires indépendants, des commissaires de police. Qu'est-ce que vous retenez comme explication à tous ces dysfonctionnements? On parle de beaucoup de choses. On parle des contrôles à l'entrée. Certains pointent du doigt les forces de l'ordre. Voilà. Comment on différencie les responsabilités des uns et des autres, notamment à l'entrée sur ces histoires de contrôle? Qui est-ce qui s'en charge? Ça va très vite. À l'entrée, c'est les stadiers. Donc c'est l'UEFA.
C'est les stadiers qui s'occupent de cette mission, de contrôler les billets, de faire l'inspection, ce que la personne évoquait. Des sacs également. Inspection visuelle des sacs, parce que la loi réglemente très bien ces pratiques, puisque c'est quand même des atteintes aux personnes. Et vous avez aussi des palpations de sécurité. Donc palpation de sécurité, inspection visuelle des bagages, des fouilles, enfin des sacs. Et ensuite les billets aussi, c'est les stadiers qui étaient largement sous nombre. Ça, c'est une certitude. La mesure de l'événement n'avait pas été prise en compte visiblement par l'UEFA. Ensuite, moi j'y vois un point positif, c'est que tous vos interviewés évoquent l'amour qu'ils ont pour la police. Ils évoquent tous la volonté de voir plus de policiers. Il y avait des policiers, alors ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'il y a beaucoup de policiers en civil sur le parvis du Stade de France, ce qui a permis de nombreuses interpellations de différents motifs, des vols avec violence, des dégradations, des intrusions. Il y en a eu 105, je le rappelle. Et derrière, effectivement, pour le prochain dispositif, on sait qu'il faudra mettre plus de CRS pour contenir les mouvements de foule. Ça a été un enjeu majeur dû aux 30 000, 40 000 spectateurs venus, et plus de policiers en civil pour pouvoir interpeller justement ces voyous qui sont venus se greffer à cet événement. Alors justement, la question que je voulais vous poser ensuite, et à tout le monde d'ailleurs autour de cette table, c'est à qui la faute? Qui sont ces fauteurs de troubles? La préfecture qui a reconnu la présence de 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. Ils ont tenté de forcer le dispositif, certains s'en sont pris aux supporters, agressions, vol à l'arraché. Je voudrais qu'avec Marie Aubazac du service police-justice de CNews, on fasse le point sur les gardés à vue. Combien sont-ils? Et surtout, qui sont-ils? On écoute Marie Aubazac. Oui, 81 personnes ont été interpellées, notamment pour des vols avec violence, vols en réunion, vols à la tire, mais aussi pour intrusion dans l'enceinte du Stade de France ou encore pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Parmi ces 81 personnes interpellées, il y avait 14 ressortissants britanniques et un espagnol, dont 9 pour des faits d'intrusion. 48 d'entre elles ont été placées en garde à vue, dont 2 britanniques et aucun espagnol. C'est ce qu'indique le parquet de Bobigny. Alors un grand nombre de personnes placées en garde à vue étaient mineurs. 33 gardes à vue ont été levés, classés sans suite, notamment en raison de procédures irrégulières. 15 gardes à vue concernant des personnes majeures ont été prolongées. Il n'y a aucun supporter étranger parmi elles. Les éventuelles suites judiciaires devraient être connues dans la journée concernant ces 15 personnes qui ont vu leur garde à vue prolongée. Il faut savoir qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions à l'intérieur de l'enceinte du Stade de France ou encore pour des faits de possession de faux billets pour pouvoir entrer et voir le match. Le parquet de Bobigny indique en parallèle avoir reçu en fin de matinée un signalement du préfet de police de Paris concernant une fraude massive aux faux billets. Un service d'enquête devrait être désigné dans la journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 70% de faux billets lors du préfiltrage samedi soir. Alors je continue encore un petit peu avec vous, Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de ces jeunes, de ces 200 à 300 à 400 personnes qui sont venues aux abords du stade, qui ont volé, arraché Alors, il y a eu deux types de publics très simples. Il y a nos voyous locaux, nos voyous de cité, qui sont venus pour majoritairement s'introduire sauvagement dans le stade pour assister à la rencontre. Il faut savoir que le Real de Madrid est une équipe plébiscitée dans ces quartiers parce qu'il y a des icônes comme Karim Benzema, comme Zinedine Zidane qui est une identification forte pour ces jeunes. C'est ça qui explique qu'ils aient été attirés vers le Stade de France à ce moment-là. Il y a une partie qui se sont dit on n'aura peut-être pas 2 fois dans notre vie la chance d'avoir au Stade de France, c'est-à-dire à quelques encablures de leur habitation, les plus grandes icônes du football international. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, moi, les remontées de terrain que j'ai eues, c'est qu'il y a eu énormément de voyous en situation régulière, c'est-à-dire sans papier, et beaucoup de mineurs étrangers isolés qui étaient présents pour justement commettre leurs exactions, leurs infractions, finalement leur supermarché, en transformant la plaine du Stade de France, le parvis, en véritable proie à victime pour tous ces supporters et ces visiteurs qui venaient. Il faut le dire, c'est pas de généraliser que de dire ça, c'est les profils qui ont été constatés par les policiers, qui ont été interpellés et qui aujourd'hui font l'objet de prolongation de garde à vue de ce que le parquet nous dit. Donc on voit bien que en fait les problèmes quotidiens que les policiers rencontrent, à savoir interpeller toujours les mêmes individus, ce sont les mêmes qui sont une fois de plus venus perturber la rencontre et pourrir en fait le match qui devait se dérouler en amont, qui je le rappelle a entraîné un retard de 36 minutes. Après, on le dit pas suffisamment assez, on va quand même rappeler qu'il n'y a pas effectivement de morts, 10 blessés, que Julien Drey l'a dit, les fan zones se sont bien déroulées, que ce soit à la Basilique Saint-Denis avec les 6 000 supporters espagnols, tant aussi à la Cour de Vincennes avec les 41 000 supporters britanniques. Mais c'est vrai que moi, ce qui me désole dans mon pays, c'est pas comme si qu'on découvrait que ces voyous en situation régulière, que ces mineurs étrangers isolés étaient un problème pour notre pays. Vous savez, vous allez à Barbès, vous allez à la République, vous allez dans la petite couronne à Saint-Denis ou à Argenteuil, ce sont les mêmes voyous qui à chaque fois font les mêmes infractions
et qui font les mêmes victimes, parce qu'ils vont souvent vers qui? Vers des femmes, vers des personnes âgées, vers des personnes dont ils estiment que c'est facile de les agresser, de les fracasser, pour leur voler leur téléphone portable, leur collier, ou même leur sac à main, ou même ce soir-là des billets. Gabriel Cluzel. Oui, moi je crois que celui qui a tout résumé, c'est celui qui est intervenu, la personne qui a été interrogée juste avant le détail sur les délinquants, qui disait c'est Saint-Denis, voilà, c'est Saint-Denis. Et le problème, c'est que si les gens qui ordinaires, si j'ose dire, disent c'est Saint-Denis et tout le monde comprend, en revanche, notre gouvernement est dans le déni idéologique. Il n'y a pas que celui-ci, il y a depuis des années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de la situation à Saint-Denis parce que il faut faire rentrer au chausse-pied nos rêves dans la réalité. On rêve d'une Saint-Denis qui serait la Californie, ça c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. On a déversé des millions, on a donné des primes aux fonctionnaires pour qu'ils viennent. C'est tellement la Californie que les enseignants n'ont pas envie d'enseigner, les juges de juger, les soignants de soigner, on n'arrive pas à les fidéliser. Mais comme on est dans le déni idéologique, il faut surtout pas parler de la délinquance à Saint-Denis et de ce qui se passe. Eh bien, ça a des conséquences opérationnelles, moi je pense. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas ce qui va s'y passer. Et alors c'est pas la faute de la police évidemment, parce que la police elle ne fait qu'obéir aux ordres, mais je pense que on ne veut même pas réfléchir à ce qui pourrait s'y passer. Donc moi j'ai beaucoup d'inquiétudes pour les Jeux Olympiques. Alors c'est vrai, vous dites il n'y a pas eu de mort, parce que on dit voilà, on se réjouit qu'il n'y ait pas eu de mort. Enfin heureusement, j'ai envie de dire. Et puis au-delà du fait que les gens auraient pu être piétinés, il y a aussi un fait, c'est que vous vous souvenez quand même des attentats qu'il y a eu en 2015. Ça devrait être dans l'esprit. Qu'on a entendu tout à l'heure peut nous inquiéter, parce qu'au vu des contrôles qui avaient l'air d'être assez sommaires, ça peut être inquiétant. Tout un tas de gens qui n'avaient pas de billets et qui sont rentrés du coin, enfin des gens des locaux. Alors ça aussi, votre expression est prêt à sourire si c'était pas aussi grave. Des délinquants locaux aujourd'hui, ce qu'on produit, c'est de la délinquance en France. Il n'y a pas de quoi être très très fier localement. Et bien si laisser ainsi un accès incontrôlé au Stade de France, c'est laisser potentiellement des terroristes. Enfin, là aussi, on a échappé à quelque chose de grave. Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, je le précise. Il y aura un gros enjeu sur la sécurité privée. Aujourd'hui, même si on a des recrutements de policiers depuis plusieurs années, même si on a de plus en plus de policiers sur le terrain, il faut qu'on se consacre à notre cœur de métier qui est d'interpeller les voyous. Si on le fait pas, personne d'autre le fera. Puis c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on existe, et c'est aussi l'essence même de notre mission de protéger les plus faibles. Donc la sécurité privée, c'est ceux qui font les palpations, c'est ceux qui font le contrôle de billets, c'est ceux qui font l'inspection visuelle des bagages ou des effets que vous avez sur vous, dans lesquels on peut cacher des armes ou des objets qui sont interdits dans les stades. Et c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, on parle de plus de 10 000 personnes supplémentaires à recruter pour pouvoir tenir les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on a le Conseil national des activités privées de sécurité, et on a des structures au ministère de l'Intérieur avec une délégation aux coopérations de sécurité qui gère ces sujets-là. Mais il faut que ça prenne beaucoup plus d'ampleur, parce qu'on voit que la loi évolue. La loi sécurité globale a donné beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de missions à ces agents de sécurité privée. Et on constate que tant en termes de formation, que de suivi, que de déontologie, que de missions qu'on leur confie, on a encore beaucoup de marge de progression. Et quand vous évoquez ces touristes qui parlent de palpations parfois sommaires ou des inspections parfois rapides, c'est vrai que nous, on a besoin de cette sécurité privée et d'excellence, parce qu'ils vont finalement suppléer des missions que la police faisait avant, et c'est tant mieux, parce que nous, ça nous permet d'être plus sur le terrain pour interpeller plus de voyous et pour protéger mieux les Français. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, je voudrais vous montrer ces propos de Thierry Henry sur une chaîne de télévision, Paramount+. Il dit techniquement, le stade est situé à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis. Ce n'est pas la même chose que Paris. C'est des propos qu'il tenait quelques semaines avant que ces faits se produisent samedi soir. Oui, de manière objective, bon, déjà, il faut reprocher à Gérald Darmanin... On lui a un peu tombé dessus à ce moment-là. Mais ce qu'il dit est une réalité sociologique, urbanistique, judiciaire. Je veux dire, il n'est pas question de... Encore une fois... Il faut faire attention de ne pas stigmatiser toute une population, c'est les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, alors que vous avez une bande là de 300, 400, peut-être qu'au total c'est 1 millier d'individus qui ont l'habitude de venir perturber, profiter d'occasions. Gérald Darmanin a eu tort de focaliser la responsabilité de ce qui s'est passé uniquement sur cette histoire de vente de faux billets, etc., qui est réelle et qui a servi de terreau favorable, mais ce terreau a été favorable à ce genre d'individus qui sont une sorte de contre-société à l'intérieur d'une société dans laquelle, effectivement, vous avez des populations issues de l'immigration qui sont majoritaires, mais
là où je me distingue peut-être de ce que dirait Gabriel ou des commentaires qui sont faits par exemple par Éric Zemmour, c'est que ces gens-là, d'abord, ne sont pas du tout majoritaires dans la population issue de l'immigration. Et pour beaucoup, ils sont aussi français. Il y a des gens il y a des mineurs étrangers, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont français. Et puis, ils sont pas en reconquête de quelque chose. Ils sont là, ils profitent d'un certain nombre d'occasions. Pourquoi ils en profitent? Pour des raisons sociologiques, pour des raisons économiques, parce que le chômage, etc., l'exclusion, etc., la surconcentration de ces populations, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est là, ça c'est les problèmes de fond. Et puis après, évidemment, il y a les défaillances de la chaîne pénale, on est d'accord, pas assez de répression, pas assez de moyens pour les policiers, pas assez de moyens pour la justice, une justice trop lente, trop laxiste, là-dessus on est totalement d'accord. Mais j'insiste, on a affaire là à 300, 400 individus, on n'est pas là dans une submersion totale. Je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que les bandes on les connaît, les voyous on les connaît. Cette faune-là, on sait que quand il y a des événements, elle est là. Que ce soit quand le 14 juillet a lieu à la Tour Eiffel, ou quand il y a des événements de ce type-là, à la Concorde, des choses comme ça. Ils étaient plus présents le soir du samedi soir de la Ligue des Champions, plus qu'habituellement. Ça, ce qui a d'ailleurs surpris. C'est possible, mais si ça a surpris, ça veut dire qu'en amont, on n'a pas eu les bonnes informations. Parce que normalement, en général, ce genre de déplacement, on arrive à les cerner en amont assez vite. Il nous reste quelques secondes. Moi, je pense qu'il y a eu une impréparation globale. Il ne faudrait pas qu'on focalise, parce que je vois bien tout doucement l'évolution de la discussion. Donc maintenant, on est parti des faux billets, puis les faux billets, on se rend compte, ça ne marche pas tellement. Après les Anglais, alors maintenant, boum, ça y est, c'est les 300 jeunes qui ont créé cela, et hop, le débat recommence. Excusez-moi, cet événement, il était prévu depuis le mois de février. Ça veut dire qu'en amont, tout ça n'a pas été réfléchi comme il fallait. Que ce qui manifestement n'est pas beaucoup pour ce type d'événement, puisque c'est censé se préparer peut-être un an et demi à l'avance. Alors, mais le dispositif n'a pas été pensé comme il le fallait. Voilà, on a improvisé un certain nombre de choses, et donc il y a une faute de commandement, je m'excuse, par rapport à ce type d'événement. On reprend dans un instant, on va marquer une courte pause, puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews. Un journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. « Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerimoff, à qui j'adresse mes condoléances. » Le journaliste reporter d'images avait 32 ans. Il travaillait pour BFM TV. Blessé par un éclat d'obus, il suivait une opération humanitaire. Gazprom suspend ses livraisons de gaz à l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux Pays-Bas. Il s'agit de Gaztera, en partie propriété de l'État néerlandais. Ce dernier a refusé de se conformer aux exigences de paiement en roubles. La suspension d'approvisionnement commencera mardi. Après le fiasco du Stade de France, le Sénat va auditionner Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra. Mercredi à 16h30, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont être entendus conjointement par les commissions des lois et de la culture. À Roland-Garros, le Grec Stefanos Tsitsipas éliminé en 8e de finale par le Danois Holger Rune en 4-7. À 19 ans, il affrontera mercredi le Norvégien Casper Ruud. Holger Rune est le premier Danois en quart à Roland-Garros depuis 1925. Qu'est-ce que ces événements aux abords du Stade de France nous disent de notre pays et de nos territoires, comme celui de la Seine-Saint-Denis? On écoutera dans un instant Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Il était tout à l'heure au commissariat de Saint-Denis. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans Punchline sur Europe 1 et CNews, toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, puisqu'on parle justement de ces événements aux abords du Stade de France samedi soir à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Nous disent-ils quelque chose de notre pays, sur l'état de la France et sur l'état de nos quartiers? Je vous propose, avant de poursuivre notre tour de table, d'écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui s'est rendu tout à l'heure, cet après-midi, au commissariat de Saint-Denis.
Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser la billetterie et les supporters britanniques plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, il y a un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Donc on est venu dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit. Alors Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, je voudrais qu'on revienne sur la question de la Seine-Saint-Denis puisqu'il l'évoque, Jordan Bardella. Il parle d'un problème avec ce département, d'ensauvagement de la société, un petit peu plus largement. Quel est le problème ? Est-ce qu'il y a un problème de réponse pénale, d'effectivement un ensauvagement de la société, de plus de violence aujourd'hui de la part des jeunes ? Est-ce qu'il y a un problème d'immigration ? Il y a plein de diagnostics qui sont posés sur ce qui se passe dans ce département en particulier. Alors d'abord, il faut arrêter toujours de stigmatiser la Seine-Saint-Denis en faisant comme si tous les habitants de la Seine-Saint-Denis vivaient dans une sorte de faune. Il y a des tas de villes en Seine-Saint-Denis, je connais Villemomble, Laurency, Rosny-sous-Bois, où les choses se passent pas forcément toujours très bien, mais il y a une vie collective qui existe. La ville de Saint-Denis, en plus, est en plein changement. Et donc il y a une équipe municipale, une nouvelle équipe municipale qui a été élue, qui est particulièrement investie dans le changement de la ville, et parce qu'il y a effectivement eu une surconcentration de problèmes, surconcentration de squats, surconcentration de populations d'origine étrangère, qui a créé ce point de focalisation. Mais il ne faut pas non plus tout le temps désigner les habitants de la Seine-Saint-Denis comme étant la lie de la France. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en Seine-Saint-Denis de manière positive. Voilà, alors après, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit quoi ? Qu'on a aujourd'hui effectivement une délinquance forte. Ça nous dit que dans cette délinquance forte, il y a beaucoup de jeunes issus des quartiers défavorisés, etc. Qu'il y a que cette délinquance, on ne sait pas bien la traiter comme en amont notamment, parce que vous savez, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce que là maintenant, ça va être le procès de la Seine-Saint-Denis, ça va être le procès de Saint-Denis, et puis on va passer à côté. Est-ce que c'est pas le procès des problèmes qu'on ne veut pas voir ? En fait, il faut peut-être aussi nommer les choses. Excusez-moi, des événements comme ça, il y a des tas de pays qui les gèrent et qui savent les gérer en amont. Nous, on aurait dû savoir les gérer en amont, y compris en sachant la réalité de la société française, de ses bandes, de ses faunes, etc., etc. Voilà, cet événement n'a pas été pris à la mesure dont il aurait dû être pris par la préfecture de police, le préfet en premier, parce que c'est lui qui normalement aurait dû mettre en place un comité stratégie, comme on dit, ou je sais pas quoi. Il aurait dû avoir des réunions en amont, il aurait dû avoir une recherche d'informations en amont. Moi, je m'excuse de vous le dire, mais il y a un tel système de vidéosurveillance à Paris que 20 000 personnes qui se baladent comme ça dans toute la journée, ça se sait très vite à l'état-major. Et on sait qu'on risque d'avoir un problème. Il suffisait de circuler dans Paris pour voir la quantité de supporters qu'il y avait et donc comprendre qu'il fallait mieux gérer les choses telles qu'elles sont. Éric Zemmour dit, il pointe du doigt les banlieusards, pillards, voleurs, cette mésaventure annonce le quinquennat qui vient. Voilà. Éric Zemmour, c'est peut-être votre référence, c'est pas la mienne. Je vous la soumets. Bon, bah oui, mais bon, moi je veux dire, Éric Zemmour, lui, il est en pleine campagne électorale, donc il se dit, tiens, il y a bon banania, comme dirait l'autre, pour essayer de tirer parti de cela. C'est pas sérieux. Et moi, je vous le dis, dans la gestion de ces événements, moi j'en ai géré quelques-uns, se trouve, quand je dirigeais un certain nombre de mouvements de jeunesse, quand on travaille en amont avec les forces de police, on sait faire. Comme on savait faire dans les manifestations dans le temps. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont été perdues. Et on a un préfet de police et une équipe, un état-major avec lui, qui sait faire qu'une seule chose, c'est on charge, on gaze, on charge, et on fait pas le travail en amont qu'il faut faire. C'est l'argument, et je vous donne dans un instant la parole, Gabriel Cluzel, mais c'est effectivement un argument sorti par Jean-Luc Mélenchon, qui a raillé l'extrême droite et l'habituel refrain raciste, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit le problème, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Vous le rejoignez là-dessus, Jean-Luc Mélenchon ? C'est pas les forces de l'ordre qui sont... Il y a, de toute manière, il y a une réflexion qui n'a pas été menée comme elle aurait dû être menée depuis plusieurs années. On a fait l'histoire de NAS, on s'est rendu compte que ça marchait pas. On a créé les corps dont on sait pas bien le statut, d'ailleurs, les policiers professionnels, les gendarmes mobiles, qui sont ceux qui sont les plus expérimentés, les BAC, qui sur ces situations-là sont elles aussi les plus expérimentées, c'est-à-dire, elles voient tout... Vous savez, vous mettez quelques BAC sur le terrain, tout de suite, elles voient les clients, et elles savent qui va faire les... Alors, Mathieu Vallet, du syndicat indépendant des commissaires de police, répondez peut-être à ce que dit Julien. Là, c'était compliqué. C'est pas un vrai maintien de l'ordre dans lequel, en fait, on tient des rues, dans lequel il y a des espaces à se rapproprier parce qu'il y a de la casse, parce qu'il y a des vandalismes de magasins, etc., tel qu'on peut le voir, par exemple, le 1er mai. Par contre, les brigades anticriminalité, moi...
je les connais puisque d'abord j'ai travaillé actuellement dans le Val-de-Marne et puis ensuite, moi je sais que les baqueux c'est des policiers expérimentés. En plus, ils connaissent, si j'ose dire, notre clientèle, c'est-à-dire les voyous. Et justement, je trouve que en cachant la poussière sur le tapis dans ces quartiers dont je suis issu, moi je viens d'un quartier populaire du nord de la France à Lille, et ben je trouve qu'en fait, en ne traitant pas les voyous, en ne traitant pas les multirécidivistes dans ces quartiers qui officinent, c'est-à-dire qui pourrissent le quotidien des gens, on empêche toute cette jeunesse qui s'en sort, qui a envie d'exercer des emplois comme magistrat, avocat, je l'avais déjà dit ici sur cette antenne, et ben je trouve qu'en fait, il faut nettoyer ces quartiers de ces voyous qui pourrissent au quotidien, rodéo, stup, occupation d'immeubles, tout ce qui en fait vole, tout ce qui en fait gangrène la majorité des habitants qui payent leurs impôts. Et quand on aura éradiqué tous ces voyous qui pourrissent le quotidien des quartiers, on pourra retrouver des quartiers qui ont une fierté, qui ont une allure et d'une certaine manière mettre le projecteur sur ceux qui réussissent et encore ceux qui veulent s'en sortir. C'est ça la réalité. Et la Seine-Saint-Denis, pour terminer, j'y ai travaillé comme gardien de la paix, j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, j'ai travaillé à Saint-Denis, justement dans l'ancien commissariat, pas le nouveau que vous avez vu. C'est un commissariat où il y a des policiers dynamiques, jeunes, motivés. J'en ai eu au téléphone aujourd'hui et encore hier après-midi. Ils font tout pour que les Françaises et les Français dans ces quartiers qui y habitent puissent avoir une sécurité à la même hauteur que les quartiers bourgeois du 16e arrondissement de Paris ou que Marc-en-Barœul-Près-de-Lille ou encore dans les villes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au nord de nous où par exemple il y a l'école des commissaires. Vous voyez, c'est ces policiers pour qui 2 000 € par mois n'hésitent pas à aller au front, à aller sur le terrain. C'est les mêmes en plus que vous avez vu sur le parvis du Stade de France et qui, comme vous l'avez dit, Julien Drey, ont détecté rapidement ces groupes à risque, ces groupes de voleurs et qui ont d'ailleurs fait des interpellations. Mais je le dis, les policiers, ils ont fait du bon boulot et avec plus de policiers la prochaine fois, on fera encore plus de boulot et d'interpellations. Gabriel Cluzel, sur ce que tout ça nous dit de l'état de la France et puis sur cette question de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on peut parler de la Seine-Saint-Denis sans la stigmatiser ? Est-ce que c'est stigmatisé que de parler des problèmes qu'il y a en Seine-Saint-Denis ? Stigmatiser les Anglais, ça c'est pas grave, c'est des fraudeurs, des soudards, des tout ce qu'on veut, ça on a le droit de les stigmatiser. Le ministre de l'Intérieur les stigmatise. En revanche, oula, il faut faire preuve d'une grande délicatesse avec la Seine-Saint-Denis. Pardon, mais qui a envie aujourd'hui d'aller vivre en Seine-Saint-Denis ? Je le demande. Alors moi, le refrain « la Seine-Saint-Denis est en train de changer », j'ai l'impression que je l'entends depuis des années. Chaque fois qu'on verse des millions de la Seine-Saint-Denis, eh bien, on nous dit « c'est en train de changer ». Je vous rappelle qu'en 2019, le plan un État plus fort en Seine-Saint-Denis, c'est Castex qui nous l'avait annoncé, que cette prime instaurée de 10 000 € pour fidéliser les fonctionnaires. Il y a 12 millions d'euros chaque année pour lutter contre l'habitat indigne. Bon, et c'est toujours les mêmes problèmes en Seine-Saint-Denis. Alors vous avez raison sur un point, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis. C'est vrai parce que la Seine-Saint-Denis a l'ESSEM, le modèle ESSEM. C'est parce que on s'est rendu compte que comme on n'arrivait pas à régler les problèmes en banlieue, faute de poser le bon diagnostic, puisqu'on n'a pas le droit de parler d'immigration massive, eh ben on essaie de disperser. Donc on va dans les campagnes, on va dans les villes moyennes et on saupoudre des logements sociaux avec la politique de la ville et les mêmes causes reproduisant les mêmes effets. On reproduit des petites Seine-Saint-Denis. Donc vous avez raison, il ne faut pas stigmatiser la Seine-Saint-Denis, il faut parler franchement des problèmes graves auxquels la France est confrontée aujourd'hui. Il n'empêche que la Seine-Saint-Denis et ce qui s'est passé hier au Stade de France, les étrangers l'appellent aujourd'hui le stade de farce, nous a fait honte. Et refuser de poser le bon diagnostic, je trouve ça désastreux et criminel. Mais ce qui fait honte, c'est pas forcément les habitants de la Seine-Saint-Denis. Ce qui fait honte, c'est les délinquants qui ont détroussé les touristes qui étaient là. C'est pas la peine de monter tout de suite sur vos grands chevaux. Ce qui fait honte, on peut parler calmement. Ce qui fait honte, c'est qu'il y a effectivement des voyous qui étaient là, qu'on n'a pas été capable de les prendre en amont, je dirais, qu'on n'a pas été capable d'en arrêter assez. Voilà. Mais c'est pas les habitants de la Seine-Saint-Denis qu'il faut désigner la vindicte populaire. Premier aspect des choses. Parce que, en général, d'ailleurs, ces habitants-là, c'est les premières victimes de ce genre de situation. C'est eux qui ont subi. Votre refrain, je le connais, mais j'ai l'impression que je pourrais dérouler. Je peux parler à votre place, si vous voulez, je vais vous dire une chose, j'aurais pu faire la même chose pour vous. Vous concernant, je connais aussi votre refrain. Le problème, c'est que votre refrain a été dominant pendant des années, il a donné des résultats désastreux. Alors, vous deviez tous en même temps pour les auditeurs. Moi, je serais de ceux qui déroulent ce refrain, j'irai cacher dans un petit trou parce que le résultat est catastrophique. Je pense même que vous pouvez nous mettre dans des camps. Non, oui, allez. Gabriel, si vous voulez parler calmement, on peut parler calmement et aborder les choses. Si vous voulez monter en décibels, parce que vous pensez que les décibels... Vous savez quoi, je donne la parole à Jean Garry, président du comité d'histoire parlementaire. Non, mais le problème... Il y a des populations en Seine-Saint-Denis, des bandes, des points de deal, tout ce que vous voudrez. Il y a un problème d'intégration, on peut aller jusque-là, des populations immigrées en France. Mais je veux dire que
le problème, c'est une surconcentration de population qui sont victimes d'exclusion sociale. C'est une réalité, de surchômage, et qui tombent dans la délinquance. Je ne les excuse pas, mais c'est une réalité. Alors, de là à dire... Ils tombent dans la délinquance parce que ce sont des victimes. Non, en Seine-Saint-Denis, si vous allez à Saint-Denis, il y a une université, il y a des archives, il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives qui sont faites et d'une majorité de la population qui, je le suppose, n'aspire qu'à vivre en bonne intelligence, tranquillement, et à s'intégrer dans la société française. On n'est pas dans des territoires de barbarie ou des gens qui n'ont rien compris. Du syndicat indépendant des juste ma phrase pour dire que il n'est pas question de stigmatiser les Anglais, mais il n'est pas question non plus de stigmatiser la population de Seine-Saint-Denis. On a là affaire à des bandes. Ce sont des gens qui sont repérés. On sait qui c'est. On peut dire que la chaîne pénale n'est pas assez efficace par rapport à ces bandes-là, mais si vous commencez à stigmatiser toute la population qui vit dans ces zones-là, ben on s'en tirera jamais, parce que l'intégration ne se fera jamais. Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, on est à la conjonction de plusieurs problèmes dans ces quartiers. Et je cite à peu près les problèmes que j'entends dans les différents reportages et avec nos intervenants en plateau. Il y a une question de réponse pénale, d'éducation, de présence policière et d'immigration. Quel est le problème le plus important pour vous dans ces quartiers ? Le problème plus important dans ces quartiers, c'est d'abord, c'est les voyous, mais c'est le cœur de métier de policier. Quand vous avez une insécurité, vous pouvez pas avoir des enseignants qui puissent transmettre le savoir en toute sécurité, vous pouvez pas avoir des entreprises qui s'installent sans avoir peur d'être cambriolées, vous pouvez pas avoir des gens qui rentrent chez eux sans être importunés dans les halls d'immeubles. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que on a eu des quartiers de reconquête républicaine et on a des zones dans lesquelles on met plus de policiers parce qu'il y a plus de délinquance. Après aussi, vous en avez pas parlé, moi je vais faire une petite dédicace quand même parce que dans cette cacophonie orchestrale de certains politiques qui ont jamais fait de police, qui ont jamais mis un uniforme et qui ont jamais fait d'ordre public, on a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête du premier parti anti-flic de France, qui nous dit que en fait, les policiers sont des bons à rien, sont des incapables. Il mange des justes factieux pour qu'il soit dans sa cohérence habituelle de sa détestation des forces de l'ordre. Et s'il y en a bien un qui aime bien matraquer les policiers et qui aime bien leur en mettre plein la figure, c'est bien lui. Non. Donc c'est son ordre public avec toute sa clique, parce que vous savez quand il y a sa tête qui apparaît, vous avez en plus toute la cavalerie qui débarque. Vous avez Monsieur Coquerel, vous avez Monsieur Bernalicis, tous des gens. Je termine jusque là. Rien de nouveau, mais moi j'en ai marre d'entendre en fait toujours des responsables politiques qui sont incompétents et qui s'expriment sur des sujets qu'ils maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'ils connaissent leur public en fait ? Qu'est-ce que ce parti qui s'appelle NUPS ou qui s'appelle comme il veut, puisque de toute façon c'est le même discours derrière. Je veux bien qu'on nous dise qu'à l'extrême droite, qu'il y a des discours assez sécuritaires, mais qu'est-ce qu'ils proposent ces gens-là en fait ? À part à chaque fois nous taper dessus. Enfin, je comprends pas. Et ça aussi les policiers en ont marre. Et d'ailleurs on les a pas entendus faire des propositions. Enfin si, ils nous ont expliqué qu'ils feraient plus de gaz lacrymogène. Qu'est-ce qu'ils font face à 200 assaillants qui prennent par exemple à partie des gens qui vont sur un stade? On fait quoi? On va au contact alors. J'ai un dernier sujet à vous soumettre. On a 400 millions. Je sais bien, mais vous allez continuer à parler avec des gens qui font des leçons de morale et qui font pas de propositions. Alors, 400 millions de téléspectateurs ont assisté à cette humiliation française samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. Et ça pose une question. Est-ce que la France est capable finalement d'organiser de grands événements comme celui-ci, comme par exemple les JO 2024 ou la Coupe du Monde de rugby l'an prochain? Élément de réponse avec Martin Mazur et Léo Miancourt. Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine, des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans 2 ans, à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors certains Français redoutent des débordements similaires à ce week-end. On peut se dire, effectivement, est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs? Donc si tel est le cas, très bien. Mais si rien n'est fait, ça va être la même problématique. Apprendre de leurs erreurs, c'était l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé l'importance des prochaines échéances. Si nous devons, Madame la ministre a dit, tirer des conclusions sur l'organisation des grands événements qui arrivent, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, nous le ferons. Il y a des questions d'urbanisme autour du Stade de France pour le RERD, il y a des questions de barriérage, il y a des questions de billets électroniques, il y a aussi évidemment des questions de délinquance et il faut en tirer des conclusions. De son côté, le sénateur Les Républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privés. Plus de 20 000 sont recherchés. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, vous aimez les JO, vous aimez le rugby, vous aimez le sport globalement. Est-ce que vous dites qu'on peut aujourd'hui encore accueillir ces événements sereinement, en tout cas à l'approche de l'échéance? Je pense qu'il faut pas
dramatisé outre mesure. Il y a eu un dérapage terrible. Je maintiens que dans ce dérapage, la préparation en amont n'a pas été à la hauteur. On verra si les enquêtes sont faites et si les journalistes racontent. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de réunions de préparation en amont, de coordination comme il fallait. Je devine déjà qu'on a improvisé plus qu'on a maîtrisé les choses dans cette journée. Alors parce que peut-être d'ailleurs on n'avait pas prévu, puisque dans le calendrier, la finale ne devait pas se dérouler à Paris, je vous rappelle. Elle devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. C'est le président Macron qui a fait pression sur l'UEFA pour accueillir cet événement à Paris. Par exemple, on ne savait pas quelle était la nature des équipes, et suivant la nature des équipes, ça change du point de vue des publics. C'était une erreur que de faire pression pour accueillir ce type d'événement? Non, c'était pas une erreur, c'est que veut dire qu'il fallait travailler sérieusement, qu'il fallait y mettre les moyens. Je pense en plus qu'on a fonctionné à l'économie, parce que l'UEFA n'a pas, d'après moi, mis les sous nécessaires en termes de sécurité, parce que normalement, c'est l'UEFA aussi qui doit donner la dotation nécessaire en matière financière dans ce genre de situation. Bon, mais comme l'UEFA, ils sont radins comme c'est pas permis, et qu'ils distribuent des primes autrement et pour d'autres choses, vous voyez ce que ça donne. Gabriel Alors, ça veut dire qu'il faut travailler sérieusement pour accueillir, mais la France a la capacité d'accueillir ces événements si elle travaille en amont. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Est-ce qu'on sera capable d'accueillir la Coupe du Monde de rugby ou les JO 2024 ? Vu ce qui s'est passé là, il y a de quoi être très circonspect, vous en conviendrez. D'autant que le Stade de France sera toujours au même endroit et qu'il y aura des populations venues de nombreux pays qui sont des proies faciles pour les délinquants, et les délinquants le savent du reste. Nous, en France, nous avons un peu repéré de façon empirique les endroits où il vaut mieux pas traîner longtemps le soir quand on est dans un pays étranger. On ne le sait pas. Donc cet afflux massif de touristes va susciter les appétits des prédateurs, des délinquants. Donc ça, déjà, il faudrait déjà poser le bon diagnostic pour arriver à le prévenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'autre part, moi, je suis frappée du manque d'humilité de la France aujourd'hui. Franchement, le manque d'humilité. Moi, je trouve qu'à minima, on pourrait dire Gérald à ses Darmanin a dit supporters anglais... qu'il n'y avait pas de quoi être fier. Voilà. Non, il a dit qu'il n'y avait pas de quoi être fier, mais après il dit oui, à chaque fois qu'il y a un match avec les Anglais, ça se termine comme ça. Mais moi, je serais anglaise, je me dirais... Il nous reste très peu de temps. Mais il rêve. Mathieu Vallet, s'il vous plaît, un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on pourra organiser sereinement les JO 2024 et la Coupe du Monde de rugby? Il y a plein de gens qui aiment le sport. Moi aussi, j'aime le sport. Je vous pose il la vaut mieux question. être sportif qu'on être policier. Moi, je vais rester dans la même catégorie du football. On a organisé en 2016 l'Euro 2016. Mais c'était un magnifique événement. Et toutes les grandes villes de France ont été mis en fait en avant. Voilà, un peu d'espoir pour finir cette émission quand même. On va y arriver. Vous savez pourquoi on va y arriver? C'est tout. Parce que en fait, moi, je vais prêcher par ma paroisse, pardon, mais je fais un peu de la publicité pour l'institution. C'est que les policiers, en fait, quoi qu'il arrive, qui que ce soit au gouvernement, on sert la population, on sert le peuple. Et le but, c'est que justement, ces moments festifs restent festifs. Et si en plus, on peut avoir une communion nationale sur des grands événements comme ça qui doivent transcender en fait les différences, vous savez, on est les premiers clients. Et les premiers clients des policiers, c'est d'abord effectivement les voyous. Mais pourquoi c'est les voyous? Parce que derrière, on a des victimes en moins et on a des gens qui peuvent faire la fête, heureusement. Et j'espère que au JO, on pourra avoir toutes les disciplines représentées et avoir beaucoup de Français qui remporteront des médailles. L'expression m'amuse quand vous parlez de clientèle pour parler des voyous. C'était juste une remarque. On dit qu'à vos clients, on dit qu'à vos clients, c'est un client qui revient. Je peux vous assurer qu'avec parfois certaines réponses pénales, on n'est pas déçu du voyage parce qu'il revient plus que ne voudrait les voir. Jean Garrigue, sur le mot de la fin sur notre capacité à recevoir ce type d'événement. Non seulement on va organiser les JO, ils se préparent déjà, et la Coupe du Monde de rugby 2023, mais la Coupe du Monde de rugby 2023, on va la gagner. Donc on peut pas rêver mieux. Écoutez, on aura fini cette émission de manière sympathique.